De Platon, l'apologie de Socrate, suite. Une chose toutefois peut sembler étrange. D'où vient que, prodiguant ainsi mes conseils çà et là à chacun en particulier, et me mêlant un peu de tout, je n'ose pas agir publiquement, parler au peuple, ni donner des conseils à la ville? Cela tient, comme vous me l'avez souvent entendu déclarer et en maint endroit, à une certaine manifestation d'un Dieu ou d'un esprit divin qui se produit en moi et dont Mélétos a fait le sujet de son accusation en s'en moquant. C'est quelque chose qui a commencé dès mon enfance, une certaine voix qui, lorsqu'elle se fait entendre, me détourne toujours de ce que j'allais faire sans jamais me pousser à agir. Voilà ce qui s'oppose à ce que je me mêle de politique. Je crois d'ailleurs que cet empêchement est très heureux, car sachez-le bien, Athéniens, si je m'étais adonné il y a longtemps à la politique, je serais mort depuis longtemps, et ainsi je n'aurais été utile ni à vous ni à moi-même. Oh, ne vous fâchez pas de m'entendre dire des vérités. Il n'est aucun homme qui puisse éviter de périr pour peu qu'il s'oppose généreusement, soit à vous, soit à toute autre assemblée populaire, et qu'il s'attache à empêcher dans sa cité les injustices et les illégalités. Oui, si quelqu'un entend combattre vraiment pour la justice, et si l'on veut néanmoins qu'il conserve la vie un peu de temps, il est nécessaire qu'il reste simple particulier, qu'il ne soit pas homme public. Et je vais vous donner de fortes preuves de ce que j'avance, non pas des preuves verbales, mais de celles dont vous faites cas, des faits. Laissez-moi vous raconter ce qui m'est arrivé. Vous allez voir que je ne suis pas homme à rien concéder injustement par peur de la mort. Et vous verrez aussi qu'en ne cédant jamais, je me perdrai infailliblement. Ici, je vais parler sans discrétion à la mode des plaideurs, mais sincèrement. Je n'ai jamais exercé parmi vous, Athéniens, qu'une seule fonction publique. J'ai été membre du conseil. Et il s'est trouvé que la tribu antiochide, la nôtre, était en possession de la Prytanie au moment où vous vouliez juger à la fois les 10 stratèges qui n'avaient pas recueilli les morts après le combat naval. Cela était illégal. Vous l'avez reconnu vous-même par la suite. Pourtant, alors, seuls des Prytanes, je vous ai tenu tête pour vous empêcher de violer la loi, seul j'ai voté contre votre désir. En vain, les orateurs se disaient prêts à porter plainte contre moi, à me faire arrêter, et vous les y invitiez par vos cris. J'estimais, moi, que mon devoir était de braver le danger avec la loi et la justice, plutôt que de m'associer à vous dans votre volonté d'injustice par crainte de la prison ou de la mort. Cela se passait au temps où la cité était encore en démocratie. Lorsque l'oligarchie se fut établie, les 30 me firent venir avec quatre autres dans la Tolos et nous ordonnèrent d'aller chercher Léon à Salamine pour qu'on le mît à mort. De tels ordres étaient souvent donnés par eux à beaucoup d'autres, car ils voulaient associer à leurs crimes le plus de citoyens possible. En cette circonstance, je manifestais, moi, non par des mots, mais par mes actes, que de la mort, excusez-moi de le dire sans plus de façon, je me soucie comme de rien, mais que je ne veux rien faire d'injuste ou d'impie, et que c'est de cela que je me soucie avant tout. Aussi ce pouvoir, si fort qu'il fût, ne réussit-il pas à m'extorquer par crainte un acte injuste. Quand nous sortîmes de la Tolos, mes 4 compagnons se rendirent à Salamine et en ramenèrent Léon. Moi, je m'en retournai au logis, et peut-être bien aurais-je payé cela de ma vie, si le gouvernement des 30 n'eût été renversé à bref délai. Ces faits vous seront attestés par de nombreux témoins. Et maintenant, dites-moi, pensez-vous que j'aurais vécu cette longue vie si j'avais fait de la politique et si, en honnête homme, j'avais pris la défense de la justice, décidé comme on doit l'être, à la mettre au-dessus de tout? Tant s'en faut, Athéniens. Et nul autre n'y aurait réussi mieux que moi. Car toujours durant ma vie entière, dans les fonctions publiques que j'ai pu exercer par hasard, on reconnaîtra que je me suis montré tel, et dans ma vie privée non plus, jamais je n'ai fait une concession quelconque contraire à la justice, pas même à aucun de ceux que mes calomniateurs appellent mes disciples. De disciples, à vrai dire, je n'en ai jamais eu un seul. Si quelqu'un désire m'écouter quand je parle, quand je m'acquitte de ce qui est mon office, jeune ou vieux,
je n'en refuse le droit à personne. Je ne suis pas de ceux qui parlent quand on les paie et qui ne parlent pas quand on ne les paie pas. Non, je suis à la disposition du pauvre comme du riche, sans distinction pour qu'ils m'interrogent, ou s'ils le préfèrent pour que je les questionne et qu'ils écoutent ce que j'ai à dire. Après cela, si quelqu'un de cela tourne bien ou mal, de quel droit l'imputerait-on à mes leçons, quand je n'ai point ni promis ni donné de leçons à personne ? Et si quelqu'un vient dire qu'il n'a jamais appris ou entendu de moi en particulier quelque chose que tous les autres n'aient pas également entendu, sachez bien qu'il ne dit pas la vérité. Alors, pour quelle raison certains auditeurs prennent-ils plaisir à passer beaucoup de leur temps avec moi ? Croyez-moi, Athéniens, je vous l'ai dit en toute franchise, c'est qu'il leur plaît en m'écoutant de voir examiner ceux qui se croient savants et qui ne le sont pas. Et en fait, cela n'est pas sans agrément. Mais pour moi, je l'affirme, c'est un devoir que la divinité m'a prescrit par des oracles, par des songes, par tous les moyens dont une puissance divine quelconque a jamais usé pour prescrire quelque chose à un homme. Ce que je dis là, Athéniens, est vrai et facile à vérifier. Car si vraiment je suis en train de corrompre certains jeunes gens, si j'en ai déjà corrompu d'autres, que doit-il se passer ? Nécessairement, quelques-uns d'entre eux ayant mûri auraient reconnu que je leur avais donné de mauvais conseils dans leur jeunesse, et aujourd'hui ils se présenteraient ici pour m'accuser, pour me faire punir. Ou bien, à supposer qu'ils ne veuillent pas le faire eux-mêmes, quelques membres de leur famille, père, frère ou autres parents, si j'avais fait du mal à leurs proches, ne manqueraient pas de s'en souvenir et d'en demander réparation. Or, beaucoup de ceux-là sont venus ici, je les vois. C'est d'abord Criton, mon ami d'enfance, du même dème que moi, père de Critobule ici présent. Puis Lysanias de Sphétos, père d'Échine également présent. Et aussi Antiphon de Képhysia, père d'Épigène. D'autres encore que voici et dont les frères m'ont fréquenté, Nicostratos, fils de Théosoditès et frère de Théodote. Or, Théodote est mort, il ne pourrait donc l'influencer par ses instances. Puis Paralos, fils de Démodocos, et qui avait pour frère Théagès. Voici encore le fils d'Ariston, Adimante, de qui Platon ici présent est le frère, et Aiantodore, dont j'aperçois le frère Apollodore. Combien d'autres encore je pourrais nommer ? Est-ce que Mélétos, dans son accusation, n'aurait pas dû citer quelqu'un d'entre eux comme témoin ? S'il a oublié, qu'il le fasse maintenant, je l'y autorise. Oui, s'il peut citer un seul témoin de ce genre, qu'il le nomme. Mais tout au contraire, juge, vous les trouverez tous également prêts à m'assister, moi qui corromps leurs proches, moi qui les pervertis au dire de Mélétos et d'Anitos. Il est vrai que ceux qui sont corrompus pourraient avoir quelque motif de me prêter appui. Mais ceux qui ne le sont pas, ces hommes mûrs, les parents de ceux-ci, quel motif ont-ils de m'acquitter, sinon la loyauté et la justice, parce qu'ils savent que Mélétos ment, tandis que moi je dis vrai ? En voilà assez, juge, ce que je pourrais dire pour ma défense se réduit à peu près à ces observations, ou peut-être à quelques autres du même genre. Seulement, il serait possible que tel ou tel d'entre vous, se rappelant certains faits personnels, s'indigne de ce qu'ayant eu quelque affaire bien moins grave que la mienne, il a prié supplié les juges avec force larmes, amenant même ses petits-enfants pour mieux les attendrir, et encore ses proches avec de nombreux amis, tandis que moi je ne veux rien faire de tout cela, bien que j'encoure apparemment le suprême danger. Peut-être cette pensée l'indisposerait-elle contre moi, et alors, irrité de ma conduite, son vote serait un vote de colère. Eh bien, s'il en est ainsi, ce que d'ailleurs je ne veux pas croire, mais enfin, si cela était, voici ce que j'aurais sans doute le droit de lui dire. Moi aussi, mon cher ami, j'ai des proches, car comme dit Homère, je ne suis pas né d'un chêne ni d'un rocher, mais d'être humain. Et par conséquent, j'ai des parents, j'ai aussi des fils au nombre de 3, dont un qui est déjà grand garçon et 2 tout petits. Malgré cela, Athéniens, je ne ferai venir ici aucun d'eux, et je ne vous supplierai pas de m'acquitter. Pourquoi ne le ferais-je pas ? Oh, pas le moins du monde par bravade. Athéniens, ni pour vous témoigner du mépris. Que j'ai ou n'ai pas peur de la mort, c'est une autre question. Mais j'estime que mon honneur, le vôtre, celui de la ville entière, souffrirait si j'agissais ainsi à mon âge
et avec la réputation qui m'a été faite à tort ou à raison. Que voulez-vous ? C'est une opinion reçue que Socrate se distingue par quelque chose de la plupart des hommes. Or, si ceux d'entre vous qui passent pour se distinguer soit par leur savoir, soit par leur courage, soit par tout autre mérite se conduisaient ainsi, ce serait une honte. Et pourtant j'en ai vu plus d'un de cette sorte de ceux qui passaient pour des hommes de valeur, et qui devant le tribunal se comportaient étrangement, s'estimant fort à plaindre s'ils doivent mourir. Ne dirait-on pas qu'ils comptent être immortels à moins que vous ne les mettiez à mort ? Or j'estime, moi, qu'ils déshonorent la ville, qu'ils donneraient à croire à un étranger que les Athéniens distinguaient par leur mérite, ceux que leurs concitoyens choisissent entre tous pour leur confier magistrature et honneur, n'ont pas plus de courage que des femmes. Voilà donc, Athéniens, ce que nous ne devons pas faire, pour peu que nous comptions parmi ceux qui ont quelque renom, et si nous le faisons, vous, loin de nous y autoriser, vous devez vous montrer décidés à condamner bien plus résolument ceux qui jouent devant vous ces drames larmoyants et qui rendent la ville ridicule que ceux qui se comportent décemment. D'ailleurs, à part la question de dignité, il ne me paraît pas qu'il soit juste de prier des juges d'arracher par des prières un acquittement qui doit être obtenu par l'exposé des faits et la persuasion. Non, le juge ne siège pas pour faire de la justice une faveur, mais pour décider ce qui est juste. Il a juré non de favoriser capricieusement tel ou tel, mais de juger selon les lois. En conséquence, nous ne devons pas plus vous accoutumer au parjure que vous ne devez vous y accoutumer vous-même. Nous offenserions les dieux les uns et les autres. Ainsi, n'exigez pas, Athéniens, que je me comporte envers vous d'une manière qui ne me semble ni honorable, ni juste, ni agréable aux dieux. Surtout par Zeus, lorsque je suis accusé d'impiété par Mélétos ici présent. Car évidemment, si je vous persuadais à force de prière, si je faisais violence à votre serment, je vous enseignerais à croire qu'il n'y a pas de Dieu. Me défendre ainsi, ce serait m'accuser clairement, moi-même, de ne pas croire en eux. Mais il s'en faut que cela soit. J'y crois, Athéniens, comme n'y croit aucun de mes accusateurs, c'est pourquoi je m'en remets à vous et à la divinité du soin de décider ce qui vaudra le mieux pour moi comme pour vous.